Personne ne me croirait si je racontais cette histoire, et je m'y suis faite il y a bien longtemps. À 82 ans, j'ai suffisamment vécu pour savoir que le monde recèle des mystères que la plupart des gens n'accepteront jamais. Des mystères qu'ils préfèrent ignorer plutôt que d'essayer de comprendre. Mais ce qui s'est passé sur mes terres, ce qui se passe depuis 3 ans, est une chose que je ne peux plus garder entièrement pour moi. J'ai besoin de le dire à voix haute, ne serait-ce que pour me prouver que c'est réel, que je n'ai pas perdu la tête dans ma vieillesse, ici, au milieu de la nature sauvage du nord du Minnesota. Je m'appelle Evelyn Marsh et je vis sur cette propriété depuis près de 55 ans. Mon mari Robert et moi avons acheté ces 280 acres à l'époque où nous étions jeunes, insouciants et amoureux de l'idée de bâtir quelque chose à partir de rien. Nous venions de la ville, de Minneapolis, et tout le monde nous disait que nous étions fous de vouloir nous installer si loin dans l'arrière-pays. La ville la plus proche est à plus de 50 kilomètres, et notre voisin le plus proche vit à environ 10 kilomètres au bout d'un chemin de gravier qui devient presque impraticable lorsque les neiges d'hiver arrivent. Mais Robert et moi, nous voulions cet isolement. Nous voulions la paix. Nous voulions élever nos enfants au milieu de la nature plutôt que du béton, et c'est exactement ce que nous avons fait. Robert est décédé il y a 16 ans, emporté par une crise cardiaque survenue sans prévenir par un froid matin de février. Un instant, il était assis à la table de la cuisine, buvant son café et lisant le journal, et l'instant d'après, il n'était plus là. Comme ça, d'un coup. 53 ans de mariage, 3 enfants, une vie de souvenirs, et tout s'est terminé en l'espace de quelques battements de cœur. Honnêtement, j'ai cru que j'allais mourir aussi. J'ai cru que le chagrin allait m'engloutir tout entière et que j'allais simplement disparaître. Mais je n'ai pas disparu. Je suis resté. J'ai continué à m'occuper des animaux, à entretenir la propriété, à vivre même quand je n'étais plus sûr d'en avoir envie. Ma fille m'appelle du Texas chaque semaine, me suppliant de venir vivre avec elle, son mari et leurs 2 garçons. Mon fils m'envoie des brochures de résidence pour seniors en Floride, des endroits où les vieilles dames comme moi peuvent jouer au bingo, faire de l'aquagym et attendre la mort au soleil. Ma Benjamine, mon autre fille, elle comprend. Elle vit maintenant en Alaska, mariée à un capitaine de bateau de pêche. Et elle sait ce que signifie aimer un lopin de terre au point de ne pas pouvoir imaginer exister ailleurs. C'est la seule qui n'essaie pas de me convaincre de partir. Cette ferme n'est pas seulement l'endroit où je vis. Elle est ce que je suis. Chaque piquet de clôture, chaque planche de la grange, chaque arbre du verger que Robert et moi avons, planté lors de notre premier printemps ici, tout cela renferme une part de mon âme. Je connais cette terre comme je connais mon propre corps. Je sais quelle partie du ruisseau gèle en premier l'hiver et quelle prairie les cerfs préfèrent pour brouter aux premières heures du jour. Je connais le son du vent quand il vient de l'est par rapport à quand il vient du nord. Je peux sentir l'odeur de la pluie une journée entière avant qu'elle n'arrive. Cet endroit a été mon univers pendant plus d'un demi-siècle et je pensais savoir tout ce qu'il y avait à savoir à son sujet. Mais il y a 3 ans, j'ai appris que j'avais tort. Il y a 3 ans, quelque chose est arrivé dans ma ferme que je n'avais jamais rencontré auparavant. Quelque chose qui ne devrait pas exister selon tout ce que la science et la raison nous disent sur le monde. Et ce quelque chose a changé ma vie, d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout a commencé un mercredi soir à la fin de l'automne. Les feuilles avaient déjà roussi et étaient tombées, tapissant le sol de nuances d'orange, d'or et de brun. L'air avait ce mordant vif qui annonce l'arrivée de l'hiver, et j'avais passé la majeure partie de la journée à préparer les animaux pour les mois froids à venir. J'élève surtout des chèvres, une douzaine environ, ainsi qu'une volée de poules, quelques canards, et jusqu'à il y a 3 ans, j'avais aussi un petit troupeau de moutons. Ce soir-là, j'étais dans la cuisine en train de me préparer un simple dîner de soupe et de pain quand j'ai entendu les chèvres hurler. Bon, les chèvres sont des animaux bruyants par nature. Elles bêlent et se plaignent pour un rien, et j'ai appris au fil des ans à distinguer leur vocalisation normale des sons de détresse réels.
Ce que j'ai entendu ce soir-là, c'était de la pure terreur. C'était un son que je n'avais jamais entendu mes chèvres faire, un son qui m'a glacé le sang. J'ai attrapé mon fusil à côté de la porte et j'ai couru dehors, aussi vite que mes vieilles jambes le permettaient. L'enclos des chèvres se trouve à une centaine de mètres de la maison, après le poulailler et l'ancien hangar de stockage. Le temps que j'arrive, les cris avaient cessé. Tout était silencieux, à l'exception de ma propre respiration haletante et des battements de mon cœur dans mes oreilles. J'ai balayé l'enclos avec ma lampe de poche, et ce que j'ai vu m'a fait reculer d'un pas, sous le choc. La clôture avait été mise en pièces. Pas coupée, pas brisée à un point faible, mais littéralement arrachée, comme si quelque chose avait saisi le grillage à main nue et l'avait déchiré comme du papier. 2 de mes chèvres avaient disparu. Simplement disparu. Pas de sang, pas de corps, pas de piste que je pouvais voir dans l'obscurité. Juste un trou béant dans ma clôture et 2 animaux manquants. J'ai fouillé le périmètre avec ma lampe de poche. Mes mains tremblaient si fort que le faisceau dansait dans tous les sens. C'est là que j'ai trouvé les empreintes de pas. Elles se trouvaient dans une parcelle de boue près de l'abreuvoir. Et quand j'ai braqué ma lumière dessus, j'ai senti mes jambes flageoler. Elles étaient gigantesques, facilement 18 pouces de long et peut-être 7 ou 8 pouces de large. Elles semblaient presque humaines, avec 5 orteils distincts, mais elles étaient bien trop grandes et bien trop profondes pour avoir été faites par une personne. La créature qui avait laissé ces empreintes était lourde, incroyablement lourde, et elle marchait sur 2 pieds. Je suis resté là, dans le noir, à fixer ces empreintes impossibles, et j'ai su que je n'avais pas affaire à un ours ou à un loup, ni à aucun autre prédateur que j'avais rencontré au cours de mes décennies de vie dans ces bois. J'avais affaire à toute autre chose, quelque chose que mon esprit rationnel refusait d'accepter, mais que les preuves devant moi rendaient indéniable. Je suis rentré à la maison et j'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres. Je me suis assise dans mon fauteuil, mon fusil sur les genoux, à observer l'obscurité à travers la fenêtre, à l'écoute de chaque son de la nuit. Chaque craquement de la vieille maison me faisait sursauter. Chaque rafale de vent dans les arbres ressemblait à des bruits de pas. Je n'ai pas dormi de la nuit. Quand l'aube a finalement pointé et a peint le ciel de nuances de rose et d'or, je suis retourné dehors pour examiner les dégâts à la lumière du jour. C'était encore pire que ce que j'avais pensé. Les poteaux de la clôture avaient été arrachés du sol comme s'il s'agissait de cure-dents. Le grillage était tordu et mutilé, irréparable, et ces empreintes de pas étaient partout, encerclant l'enclos des chèvres, selon un motif qui suggérait que la créature qui les avait faites avait tourné en rond, étudiant l'enclos avant de décider de s'y attaquer. J'ai passé les jours suivants à renforcer l'enclos des chèvres. J'ai enfoncé de nouveaux poteaux à 1 mètre de profondeur dans le sol. J'ai utilisé le fil de fer le plus épais que j'ai pu trouver à la quincaillerie de la ville. J'ai même accroché de vieilles cloches de vache le long du périmètre, pensant que si quelque chose essayait de rentrer à nouveau, au moins le bruit m'alerterait. Je travaillais du lever au coucher du soleil, mes mains arthritiques me faisant mal à chaque coup de marteau, mon dos hurlant de protestation chaque fois que je me penchais pour fixer une autre section de clôture. Mais j'étais déterminé. Ces chèvres dépendaient de moi et je n'allais pas les laisser tomber. Quand j'ai enfin terminé, j'ai reculé et j'ai contemplé mon travail avec un sentiment de sombre satisfaction, que la créature essaie de passer à travers ça pour voir. Elle est passée quand même. Moins d'1 semaine plus tard, je me suis réveillé avec ce même son terrible, ce chœur de hurlements terrifiés provenant de l'enclos des chèvres. Cette fois, en courant dehors, j'ai aperçu quelque chose qui bougeait à la lisière des arbres. C'était massif, mesurant facilement 2,40 m de haut, couvert d'une fourrure sombre presque noire au clair de lune. La créature courait sur 2 jambes, mais penchée en avant, les bras ballants, se déplaçant avec une vitesse et une puissance qui semblaient impossibles pour quelque chose d'aussi grand. Dans ses bras, elle portait une de mes chèvres, comme si l'animal ne pesait rien du tout. La chèvre se débattait encore, hurlait encore, mais la créature la tenait sans effort alors qu'elle disparaissait dans la forêt.
Je suis resté là, figé, la regardant s'évanouir dans l'obscurité. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir mon fusil. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes tempes. Je l'avais vu, je l'avais vraiment vu. Pas clairement, pas assez bien pour distinguer les détails, mais j'avais vu quelque chose qui ne devrait pas exister. Quelque chose sorti des légendes, des histoires de feux de camp et des photos granuleuses que les gens rejettent comme des canulars. Bigfoot, Sasquatch, appelez-le comme vous voulez. La créature dont j'avais entendu parler toute ma vie, mais en laquelle je n'avais jamais cru un seul instant. Elle était réelle et elle chassait sur mes terres. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus terrifiantes de toute ma vie. J'ai commencé à dormir avec mon fusil à côté de mon lit au lieu de près de la porte. J'ai installé des lumières à détecteur de mouvement autour de la grange et des enclos, espérant que l'illumination soudaine pourrait effrayer la créature. J'ai même appelé ma fille au Texas et j'ai failli lui dire ce qui se passait, mais je me suis arrêté au dernier moment. Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Qu'un Bigfoot tuait mes animaux? Elle m'aurait fait interner dans une maison de retraite avant que je puisse raccrocher. Alors je me suis tu, j'ai continué à surveiller et j'ai continué à perdre des animaux. Une autre chèvre a disparu, puis 2 de mes moutons, puis 3 poules du poulailler dont la porte avait été arrachée de ses gonds comme si elle était en carton au lieu de chêne massif. J'ai commencé à tenir un décompte dans un petit carnet, notant chaque perte, chaque dommage, chaque détail dont je pouvais me souvenir à propos de chaque incident. Je documentais des preuves que personne ne croirait jamais, mais je devais le faire quand même. J'avais besoin de me prouver que je n'étais pas en train de devenir folle. L'odeur était la chose qui me dérangeait le plus. Chaque fois que la créature s'approchait de ma propriété, elle laissait derrière elle cette odeur distinctive que je ne peux décrire que comme un mélange d'animal mouillé, de végétation en décomposition et autre chose. Quelque chose de sauvage et de primal qui déclenchait une peur profonde dans mon cerveau. C'était l'odeur d'un prédateur, un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire qui n'avait jamais appris à craindre les humains parce qu'il n'en avait jamais eu besoin. L'odeur persistait pendant des jours après chaque attaque, s'accrochant aux poteaux de clôture, à l'herbe et à l'air lui-même, un rappel constant que je n'étais plus seul sur ma propriété. J'ai commencé à veiller la nuit, assise dans le noir près de ma fenêtre, les lumières éteintes, à guetter la lisière des arbres pour tout signe de mouvement. La plupart des nuits, rien ne se passait. La créature semblait aller et venir selon son propre calendrier, apparaissant quand je m'y attendais le moins et restant à l'écart quand j'étais la plus vigilante. Mais les nuits où elle venait, je voyais cette silhouette massive se déplacer dans l'ombre, la regarder s'approcher de mes enclos avec une démarche délibérée, presque désinvolte. Elle n'avait pas peur de moi. Elle savait que j'étais là, à l'observer, et elle s'en fichait. C'était peut-être la chose la plus terrifiante de toutes. Elle savait que j'étais là, et elle n'avait pas peur. C'est vers le 6e mois que tout a changé. J'avais atteint un point d'épuisement et de désespoir, où j'envisageais sérieusement de vendre la ferme et de déménager au Texas pour vivre avec ma fille. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Je ne pouvais plus perdre des animaux, vivre dans la peur et dormir avec un œil ouvert chaque nuit. J'étais trop vieille pour ce genre de stress, et mon corps commençait à en montrer les signes. J'avais perdu du poids. Mes mains tremblaient constamment. J'avais développé un nœud de tension permanent dans les épaules, qu'aucun bain chaud ou analgésique ne pouvait défaire. J'étais en train de m'effondrer, et je le savais. Un soir, j'étais assise sur mon porche à regarder le coucher du soleil, pensant à tout ce que je devrais faire pour préparer la propriété à la vente. C'était une soirée magnifique, le ciel peint de nuances d'orange et de violet, l'air frais et vif avec les premiers signes de l'hiver approchant. J'avais une tasse de thé dans les mains et une couverture enroulée autour de mes épaules. Et pour un instant, je me suis permis d'oublier la créature, la peur et les pertes. Je me suis simplement laissé exister dans ce beau moment. C'est là que je l'ai vue. Pas tapie à la lisière des arbres, pas rôdant dans l'ombre, mais debout juste là, au bord de mon jardin, à une 15aine de mètres. Elle me regardait. La créature était simplement là,
complètement immobile, me regardant avec des yeux qui reflétaient la lumière déclinante. Elle était énorme, mesurant facilement 2,40 m, couverte d'une fourrure hirsute, brun foncé, presque noire dans la pénombre. Ses bras pendaient au-delà de ses genoux, se terminant par des mains qui semblaient presque humaines, mais avec des doigts épais et puissants. Son visage était un mélange de singe et d'humain, avec un nez large, une arcade sourcilière proéminente et une bouche figée dans une expression neutre que je ne pouvais pas du tout déchiffrer. J'aurais dû être terrifié. J'aurais dû attraper mon fusil, courir à l'intérieur et verrouiller la porte. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être était-ce l'épuisement. Peut-être était-ce la résignation de savoir que je ne pouvais pas combattre cette créature, pas l'arrêter, ne rien faire d'autre que subir ce qu'elle voulait faire. Ou peut-être était-ce quelque chose dans la façon dont elle me regardait, quelque chose dans ses yeux intelligents qui semblait plus curieux que menaçant. Quelle que soit la raison, je n'ai pas fui, je n'ai pas crié. Je suis juste resté assise sur mon porche, tenant ma tasse de thé, et j'ai regardé en retour la créature qui terrorisait ma ferme depuis des mois. Nous nous sommes regardés pendant ce qui a semblé une éternité, mais n'a probablement duré qu'une minute ou deux. Aucun de nous n'a bougé, aucun de nous n'a fait de bruit. C'était comme si nous nous jaugions, essayant de comprendre ce que l'autre pensait, ce que l'autre voulait. Et puis, lentement, la créature a levé une main massive et a fait un geste que j'ai reconnu. Elle s'est tapoté le ventre, a pointé vers ma propriété, puis s'est à nouveau tapoté le ventre. Elle avait faim. La créature me disait qu'elle avait faim. Je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ce que j'ai fait ensuite. Peut-être était-ce l'isolement qui parlait. Peut-être était-ce le chagrin de la perte de Robert, la solitude de vivre ici seul depuis tant d'années. Peut-être avais-je finalement perdu la tête et ce n'était que le dernier symptôme de ma descente dans la folie. Mais je me suis levé de ma chaise, je suis entré dans la maison et je suis ressorti avec un panier rempli de nourriture. J'avais des restes de poulet rôti du dîner, une miche de pain frais que j'avais cuite ce matin-là, quelques pommes du verger et un pot de miel que j'avais obtenu d'un apiculteur de la ville. J'ai marché jusqu'au bord de mon porche, j'ai posé le panier sur les marches, puis j'ai reculé lentement. La créature m'a observé tout le temps, la tête légèrement penchée sur le côté comme un chien essayant de comprendre un nouvel ordre. Quand je fus de retour dans ma chaise, elle s'est avancée prudemment, approchant du panier avec une méfiance évidente. Elle a reniflé l'air, a tourné autour du panier, a reniflé à nouveau. Puis, lentement, elle s'est penchée et a pris une des pommes. Elle a examiné le fruit attentivement, le tournant dans sa main massive, puis elle a croqué dedans. J'ai vu le visage de la créature changer en goûtant la pomme. J'ai vu ce que je ne peux décrire que comme du plaisir traverser ses traits étranges. Elle a fini la pomme en 3 bouchées, trognon compris, puis en a pris une autre. Elle a tout mangé dans le panier, chaque morceau de poulet, chaque tranche de pain, chaque pomme, même le miel, léchant le pot jusqu'à la dernière goutte avec une langue étonnamment rose et d'apparence humaine. Quand elle a eu fini, elle a reposé le panier vide sur les marches de mon porche, m'a regardé une dernière fois, puis s'est retournée et est repartie vers la forêt. Elle n'a pas couru. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle s'est simplement éloignée avec cette même démarche délibérée et puissante que j'avais vue tant de fois auparavant. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, rien ne s'est passé. Pas d'attaque sur mes enclos, pas de bruit terrifiant dans l'obscurité, pas d'empreintes de pas massives apparaissant dans mon jardin pendant la nuit. La créature est restée à l'écart et mes animaux restants sont restés en sécurité. J'ai commencé à laisser de la nourriture régulièrement après ça. Tous les 2 ou 3 soirs, je préparais un panier et le laissais sur les marches de mon porche avant le coucher du soleil. Des fruits, des légumes, du pain, de la viande, tout ce que j'avais sous la main. Et chaque fois, sans faute, la créature venait prendre le panier, mangeait tout ce qu'il y avait à l'intérieur et repartait paisiblement. Elle n'a plus jamais attaqué mes animaux, pas une seule fois. Le règne de la terreur qui détruisait ma ferme a simplement cessé, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur.
Au fil des semaines et des mois qui ont suivi, la créature et moi avons développé quelque chose que je ne peux décrire que comme une relation. C'est un mot étrange à utiliser pour le lien entre une femme âgée et une créature qui n'est pas censée exister. Mais je ne sais pas quel autre mot conviendrait. Nous avions un accord tacite, une reconnaissance mutuelle que nous partagions cette terre et que nous pouvions coexister pacifiquement si nous étions tous les deux disposés à faire des concessions. J'ai appris que la créature était protectrice envers la ferme, non seulement en se tenant à l'écart de mes animaux, mais en les gardant activement des autres prédateurs. Un soir, j'observais depuis ma fenêtre quand une meute de coyotes est venue rôder autour de mon poulailler. Ils tournaient autour de la structure, cherchant un moyen d'entrer, et j'étais sur le point de sortir avec mon fusil pour les effrayer. Mais avant même que je puisse atteindre la porte, j'ai entendu un rugissement venant de la forêt qui m'a glacé le sang. C'était un son de pure puissance et de fureur, un avertissement dont le sens était sans équivoque. La créature a surgi des arbres, courant plus vite que je ne l'avais jamais vu se déplacer, ses 2,40 m de muscles et de rage fondant sur ses coyotes comme un train de marchandises. Les coyotes ont détalé. Ils ont tourné les talons et se sont enfuis si vite qu'ils n'étaient plus que des taches de fourrure grise disparaissant dans l'obscurité. La créature les a poursuivis jusqu'à la limite de ma propriété, rugissant tout le temps, puis s'est arrêtée à la frontière et a poussé un dernier hurlement qui a résonné sur les collines avant de s'éteindre dans la nuit. Puis, comme si de rien n'était, elle s'est retournée et a marché calmement vers la forêt. Elle a marqué une pause à la lisière des arbres et a regardé vers mon poulailler, vérifiant que tout était en ordre, puis elle a disparu dans l'ombre. Après cela, les autres prédateurs ont cessé de venir. Mes animaux restants ont cessé d'avoir peur de la créature. Ils s'étaient habitués à sa présence au fil des mois et des années, et ils comprenaient à un niveau instinctif qu'elle n'était plus une menace pour eux. 3 ans se sont écoulés depuis cette première nuit terrifiante où j'ai trouvé ces empreintes impossibles dans la boue. 3 ans où la peur s'est transformée en compréhension, et la compréhension en quelque chose qui pourrait même être appelé de l'amitié. J'ai 82 ans maintenant, et je ressens chacune de ces années dans mes os quand je me réveille chaque matin. Mes articulations me font mal. Mon dos ne veut pas se redresser. Mes mains tremblent quand j'essaie de faire les tâches les plus simples. Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup d'années sur cette terre, et cette connaissance pèse sur moi plus lourdement que je ne voudrais l'admettre. Qu'adviendra-t-il de cet arrangement quand je ne serai plus là? Qui nourrira la créature quand je ne serai plus là pour préparer ses paniers? Je m'inquiète de cela plus que je ne le devrais probablement. La créature a survécu dans ces bois pendant ce qui pourrait être des décennies, voire des siècles. Elle n'a pas besoin de moi pour survivre. Mais je ne peux m'empêcher de penser que nous avons construit quelque chose ensemble, une sorte de lien qui va au-delà de la simple survie. Je lui ai donné de la nourriture, de la sécurité et une sorte de compagnie. Et en retour, elle m'a donné un but, de l'émerveillement et une raison de continuer à me lever chaque matin quand je n'étais plus sûr d'en avoir envie. J'ai pensé à le dire à quelqu'un. Mais qui me croirait? Et même s'il le faisait, que ferait-il? Transformer ma propriété en une sorte de station de recherche, capturer la créature et la mettre dans un zoo ou un laboratoire. Je ne peux pas laisser cela arriver. Cette créature m'a montré de la gentillesse, ou du moins la version de la gentillesse de la créature. Elle a protégé ma ferme et mes animaux. Elle m'a tenu compagnie dans ma solitude. Le moins que je puisse faire est de protéger son secret en retour. Alors je garde notre arrangement privé. La créature est passée la nuit dernière, comme elle le fait depuis 3 ans maintenant. J'avais préparé un panier particulièrement bon, rempli des dernières pommes de la saison, de la venaison séchée que je préparais depuis des semaines et du pain frais que j'avais cuit le matin même. La créature s'est assise au bord de mon jardin et a mangé lentement, savourant chaque chose. Quand elle a eu fini, elle a regardé vers ma maison. J'étais debout à la fenêtre de ma cuisine, observant comme je le fais toujours, mon vieux visage se reflétant dans la vitre.
La créature a levé une main massive, les doigts légèrement écartés, et l'a maintenue ainsi un instant. Elle me faisait un signe de la main, j'en suis sûr. Un simple geste de reconnaissance, de connexion, de quelque chose qui pourrait même être appelé de l'affection. J'ai levé ma propre main et lui ai fait signe en retour, ma paume pressée contre le verre froid de la fenêtre. Nous sommes restés comme ça un long moment, la femme et la créature, séparées par 15 mètres de jardin et 1 million d'années d'évolution, connectées par quelque chose que je ne comprends toujours pas entièrement. Puis la créature a ramassé le panier vide, l'a posé proprement à l'endroit où je le récupère toujours le matin, et est repartie dans la forêt. Voilà ma vie maintenant. Une vieille femme seule et une créature solitaire en laquelle le monde ne croit pas, prenant soin l'une de l'autre au milieu de nulle part. Ce n'est pas la vie que j'imaginais quand j'étais jeune, mais c'est la vie que j'ai maintenant, et je ne l'échangerai pour rien au monde. Certaines personnes passent toute leur vie sans faire l'expérience de la vraie magie, de la vraie preuve que le monde est plus grand, plus étrange et plus mystérieux que nous ne pourrions jamais l'imaginer. J'ai la chance de la vivre tous les 2 ou 3 soirs quand une créature de légende émerge de ma forêt et vient partager un repas avec moi. J'aime à penser que, à notre étrange manière, nous nous sommes sauvés l'une l'autre. Je lui ai donné de la nourriture et de la sécurité. Elle m'a donné un but, de l'émerveillement et une raison de continuer à vivre alors que j'étais prête à abandonner. C'est plus que ce que beaucoup de gens n'obtiennent jamais. Ce soir, je vais préparer un autre panier. J'ajouterai des pommes supplémentaires parce que la créature semble vraiment les aimer, surtout celle du vieil arbre que Robert a planté il y a 40 ans. Et puis je le déposerai au bord de mon jardin, là où je le fais toujours, et j'attendrai. Peut-être que je verrai la créature ce soir, peut-être pas, mais je saurai qu'elle est là, vivant dans ces bois, survivant un jour de plus. Et elle saura que je suis ici, dans cette vieille ferme, tenant ma part de notre marché silencieux. Et pour nous deux, c'est suffisant. Si jamais vous vous retrouvez à vivre seul, au milieu de nulle part, et que des choses étranges commencent à se produire sur votre propriété, ne supposez pas le pire. Parfois, les choses étranges, les choses effrayantes, cherchent juste un peu d'aide, un peu de compréhension, un peu de gentillesse. Il m'a suffi d'un panier de nourriture, laissé en toute bonne foi avec un cœur ouvert, pour transformer une situation terrifiante en quelque chose de beau, d'étrange et de merveilleux. Je regarde par la fenêtre de ma cuisine maintenant, observant le soleil se coucher derrière les collines comme je l'ai fait des milliers de fois auparavant. Les ombres s'allongent sur mes champs, s'étirant vers la forêt comme des doigts, cherchant à saisir quelque chose qu'ils ne peuvent jamais tout à fait atteindre. Bientôt, il fera nuit. Bientôt, j'entendrai ces pas familiers venant des bois du nord, lourds et délibérés. Bientôt, je regarderai une forme massive couverte de fourrure émerger des arbres et venir chercher le panier que j'ai laissé cet après-midi. Et je me sentirai reconnaissante, comme à chaque fois, de faire partie de cet incroyable secret. La créature est réelle, elle vit dans les bois sur ma propriété. Elle visite ma ferme tous les 2 ou 3 soirs, et à sa manière étrange, c'est mon amie. Voilà mon histoire, et je m'y tiens. Personne n'est obligé de me croire. Je connais la vérité et la créature aussi, c'est tout ce qui compte.